Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce matin, dimanche 22 novembre 2020, pour vous lire une nouvelle narration biblique. Cela s'appelle La Bonne Samaritaine, c'est tiré de Luc 10, les versets 25 et 35. Une situation qui pourrait se produire aujourd'hui dans bien des endroits du monde. Je me souviens de tous ces visages penchés sur moi, connus et inconnus, à la fois perplexes et inquiets, questionnants, cyniques et drôles ou effrayants. Je me souviens de tous ces visages d'hommes et de femmes allongés dans l'herbe ou dans la boue, tous ces corps qui jonchaient le sol, toutes ces histoires qui s'achèvent là parce que personne ne s'est arrêté pour les retenir. Je me souviens que je suis partie loin, loin, très loin à l'autre bout de la terre, derrière la face cachée de la lune. J'ai fouillé le grand ciel noir en quête de reconnaissance, mais rien. Je n'ai rien trouvé qui puisse me sauver la vie et de tous ces visages tournés vers moi. Que faut-il faire, mon Dieu, pour avoir la vie éternelle en partage? Que faut-il faire, mon Dieu? Réponds-moi. Seigneur, je suis prête à accomplir toute ta loi, à me sacrifier pour qu'elle vive. Seigneur, mon Père, maître de la vie, tu sais, loi l'auteur de mes jours, que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, et que j'essaie comme je peux d'aimer mon prochain comme moi-même. Jusqu'où faudra-t-il que j'aille, Seigneur, pour avoir cette vie, pour hériter de la paix? Existe-t-il quelque chose à faire, quelque chose à dire, une action encore à mener pour cela? Rien, je n'ai jamais eu de réponse. Alors je me suis assise tout en haut de ce rocher qui dominait la vallée. J'ai regardé l'horizon qui se perdait à l'infini en feux d'artifice de couleurs magiques, plus belles les unes que les autres. Je me suis retrouvée face au silence, là où chaque parcelle vit en moi encore après tout ce temps, face à l'infinie bleuté du ciel, à la grandeur des paysages, à l'immensité de cet univers sans fin qui bat comme un cœur tout chaud, face à moi-même et à mes questions. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est alors qu'en moi est monté le souvenir de tous ces visages proches à nouveau, lointains, inconnus, aimés ou désirés. Tous ceux et toutes celles, tous ces êtres de qui je me suis rapprochée, vers qui je me suis penchée, que j'ai soigné, consolé, avec qui j'ai échangé, partagé, pour qui j'ai mis en pratique la loi, afin d'obtenir et de ressentir un tant soit peu la paix, d'obtenir un petit bout de cette certitude que la vie ne finit jamais et qu'elle ne s'enfonce pas indéfiniment dans l'éternité noire. J'ai fait le tour du monde pour cela et me voilà face à moi, face à ma montagne, face à mes questions qui semblent rester sans réponse, jusqu'au jour où ce fut moi qui me retrouvai percluse de douleur, laissée sur le bas-côté d'une rue, la tête dans le caniveau. Ils me sont tombés dessus, comme ça, ils m'ont tout pris, comme cela arrive si souvent dans les ruelles sombres des faubourgs de nos villes, qui crèvent sous la misère et le manque de tout. Ils sont partis comme ils étaient venus, ombre inconnue, sortis de nulle part, à l'odeur de violence et de mort, de haine et de revanche. Mais la nuit n'est pas encore tombée, et des ombres filantes fières et discrètes filent d'une maison à l'autre. Le métro déverse son lot de travailleurs harassés. Ils m'ont suivi depuis la station, sans doute. C'est que j'ai fière allure. Ils m'ont repéré, puis ils me sont tombés dessus, m'ont dépouillée, frappée, laissée comme morte, à 2 pas de ma maison, entre l'arbre, la poubelle et le platane. Il est 18 heures et nous sommes en janvier. Vous vous rendez compte, moi la baroudeuse, celle qui a franchi les océans, bravé les tempêtes, escaladé l'Himalaya, vécu avec les Indiens sur le toit du monde, construit une école au Cameroun, un dispensaire au Zaïre, qui a milité et bravé les lois raciales en Afrique du Sud, moi, la reine de l'action humanitaire, des ONG, agressée un soir en rentrant du travail à 2 pas de son domicile. Moi qui suis aujourd'hui attachée de communication dans une grosse entreprise, je suis laissée là comme morte vive sur le trottoir dans ma rue, à quelques pas de chez moi. Moi qui, par prudence ces dernières années, pour protéger, rassurer les miens, ai décidé de rentrer sagement à la maison, de cesser de voyager sans cesse, de ne plus être une migrante, une manouche. Je suis de retour au pays et j'ai cessé d'être en perpétuel mouvement et décalage. C'est idiot, non, de mourir à 2 pas de chez soi, auprès de sa maison. À tout vous dire, à l'époque, enfin, elle s'est rangée. Ce soir-là, ce sont eux qui m'ont rangée entre le mur de ma maison, la poubelle et le platane. Ils m'ont laissée pour morte. Et à l'intérieur de la maison, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, personne ne savait, personne n'a deviné.
Moi qui ai cherché la vie en partage, qui pour cela ai couru les chemins du monde, je me retrouve là, soudain, dépouillée de tout. Cette vie que je n'avais pas su trouver en moi, voilà que maintenant je m'aperçois qu'elle me quitte doucement, minute après minute. Voilà qu'elle s'écoule silencieusement sur le trottoir, laissant un sillon rouge vermillon entre les arbres, le caniveau, les poubelles et le platane. Je reste là longtemps incapable de bouger. Seuls mes oreilles et mes yeux peuvent encore voir et entendre. Ah, ces visages, tous ces visages qui me reviennent en mémoire. J'ai enfin du temps pour me souvenir, et Dieu sait si le temps est long dans ces instants-là. Soudain, des pas résonnent au loin. Je me mets à espérer. Ouf! Enfin quelqu'un, je respire. Je vois une ombre se profiler. C'est une femme grande, mince. Elle s'approche de moi prudemment. Je peux voir ses jambes longues et son visage. De grands yeux bleus, un visage très fin, très pâle, encadré de longs cheveux bruns. Prudemment, elle se penche au-dessus de moi et là je la reconnais. Muriel, Madame le juge, comme tous l'appellent dans le quartier. Elle vit à 3 blocs de maisons plus loin. Elle se penche encore une fois, me regarde avec attention, mais quand d'autres pas résonnent sur le pavé du trottoir pour ne pas être reconnue, elle part. J'entends les pas de Madame le juge s'éloigner de plus en plus rapidement et claquer de plus en plus fort sur le trottoir. Sans doute est-elle partie, pour que l'on ne puisse pas dire d'elle. Que faisait-elle là à regarder ce corps à moitié dévêtu et déjà bleui par le froid? Puis, le silence de la rue retombe. Je crois que je vais vraiment mourir. C'est à cet instant précis, alors qu'un vent léger se lève et froid, que j'entends des bruits de pas venir à contresens. L'espérance remonte en moi. Je bouge un peu, au bruit de pas qui, de nouveau, résonne sur le trottoir. Je veux qu'il s'arrête. J'ai besoin de secours parce que la vie me quitte lentement et mes forces diminuent. Une deuxième ombre se profile près de moi. Un homme cette fois qui parle fort au téléphone sans doute. Il a reçu à l'instant un appel. Il arrive à mon niveau. Il s'est adossé à 2 arbres plus avant. Il parle fort dans une langue que je ne comprends pas. Je vois bien ses chaussures et sa main tient un petit sac brun en cuir. Il doit être en costume cravate et sans l'eau de toilette bon marché. Son visage est jeune, mais lui est furieux. La conversation dure un temps infiniment long, puis soudain, silence. Il s'approche, s'accroupit de près de moi, me dévisage. Ah non, il n'est pas inconnu. Je l'ai rencontré de nombreuses fois à la boulangerie. C'est Pietro. Oui, Pietro, le père de Maria, ma meilleure amie, qui habite juste en face de chez moi, ou presque. Celui qui tient la librairie au centre et qui, à ses heures perdues, est sacristain à l'église. Oui, je me sens soulagée. Ouf, Pietro, tu vas m'aider, Pietro. Toi qui as toujours le sourire, Pietro le gentil, l'accueillant. Tu vas prendre soin de moi. Doucement, il met sa main sur mon front, mais à cet instant précis, son portable sonne encore. Et voilà Pietro repartir à discuter et à crier dans son verbiage incompréhensible. Sa discussion devient de plus en plus importante que le spectacle de ma personne qu'il contemplait il y a quelques instants. Pietro s'éloigne alors imperceptiblement, volubile et criard, plus rouge qu'un coq en colère, toujours au portable, à parler, discuter, négocier. Alors je veux hurler, crier, à l'injustice, ma douleur, mais je ne peux pas. Aucun son ne sort de ma bouche. Je vois tout, j'entends tout, mais je suis enfermée dans ce corps qui ne m'obéit plus. Il ne me voit plus, il ne m'entend plus non plus. Lui, Pietro, le jovial, le gentil, le juste, est au loin, loin parti à nouveau. Le silence retombe dans ma rue, et cette fois je pense que je vais définitivement fermer mes yeux, quand tout à coup, d'autres pas résonnent, petits, rapides cette fois. Je ferme les yeux, criante d'espérance. Il faut que celui-là ou celle-là s'arrête, sinon il en sera fini de moi. À nouveau, j'ouvre les yeux. Un visage se tient au-dessus du mien et une main me nettoie la figure et me relève la tête. Je sens son souffle. Puis la forme féminine, je crois, s'éloigne. Ah non, pensais-je, par pitié, ne me laissez pas là mourante sans rien faire. Pas vous. J'entends un bruit de clé dans la grille, juste à côté de chez moi, puis une porte s'ouvrir, des pas secs et rapides sur le perron, une voix forte, puis de nouveau le visage. Buvez, dit-elle d'un ton autoritaire. Ils seront là dans 10 minutes. Il faut tenir. Elle me couvre d'une couverture, s'assoit à mes côtés, me prend la main et se met à parler vite et fort. Parler pour que moi je reste en vie, pour que je ne m'endorme pas, que je ne ferme pas les yeux, que je ne parte pas de cette terre. Tania, c'est la voix de Tania, ma voisine.
Celle qui ne me dit jamais bonjour, la petite dame brune toujours vêtue de noir, jamais aimable, jamais un sourire. Tania, pensais-je, c'est toi, pas toi. Tania parle et me raconte sa vie, ses malheurs, ses joies, ses chagrins, qu'elle porte comme un vêtement de deuil, aigrie par les années. Tania, la femme du notaire, elle-même chargée de clientèle dans un cabinet d'assurance, devenue transparente au fil du temps. Tania que plus personne ne regarde, ne remarque, ne voit. Elle prend, elle, maintenant soin de moi en attendant l'arrivée des secours. Tania qui d'ordinaire n'a Dieu que pour la petite notabilité qui pourtant la méprise. Elle, la portugaise, ancienne femme de ménage, qui a fait un riche mariage avec le fils du notaire. C'est elle qui maintenant est à mes côtés, et c'est d'elle que l'on dit toujours qu'elle ne sera jamais des nôtres, qu'elle n'est pas de chez nous, et qu'elle n'est pas comme nous. Eh bien, c'est encore elle qui me parle maintenant doucement pour que je ne quitte pas cette vie. C'est alors que les sirènes déchirent l'air du soir et le silence trompeur de la rue. Bruit, oxygène, brancard. Tania me tient toujours la main, elle monte avec moi dans le fourgon, elle me suit jusqu'à la porte du bloc, plus rien, trou noir. Quand j'ouvre les yeux, quelques semaines plus tard, après un long sommeil, je m'aperçois qu'il fait soleil. Sur la table de la chambre, un bouquet de roses. Dans un fauteuil, un plaid. Enroulé bien au chaud dans le plaid, une femme. Je regarde, je la regarde. Tania est là, elle dort. Un instant, c'est moi qui veille sur elle. Puis je referme mes yeux, tout est bien. Je suis en vie. Elle reprendra sa route bientôt, et moi la mienne, vers une guérison certaine, avec comme gage en commun cette soirée incroyable de ce mois de janvier, là ensemble, assises, couchées sur le trottoir entre caniveaux, poubelles, murs et platanes. Cette vie qui nous fut donnée, encore une fois en partage. Nous savons désormais que nous la partagerons à jamais, que ce lien va survivre à toutes les déchéances, à toutes nos tempêtes, à toutes nos colères, à toutes nos misères. Elle et moi, nous savons en vie, parce que l'une et l'autre, chacune à leur façon, a porté secours, a amené au monde, à la vie, encore une fois, et malgré tout ce que l'on pourra en dire. Elle m'a appris, et je lui ai enseigné avec patience cette règle si belle: tu aimeras ton prochain comme toi-même.